Cléopâtre est insaisissable. De toute façon, elle nous échappe parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources directes sur elle. Donc c'est une femme qui alimente les fantasmes, c'est une femme puissante, avec une certaine sensualité, et c'est une femme qui avait du pouvoir dans un monde d'hommes, et voilà pourquoi elle nous intéresse tant. Alors, j'ai pas vu la série Netflix, par contre j'ai entendu les polémiques qui se sont déroulées autour d'elle. Alors ça ramène un vieux débat sur le devant de la scène, c'est Cléopâtre est-elle noire? C'est un débat qui a moins de 100 ans, qui est né au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Non, Cléopâtre n'était pas noire. Cléopâtre est une femme d'origine grecque. Elle vient d'une famille macédonienne. La dynastie des Ptolémées est une dynastie grecque. Et les Ptolémées se mariaient entre eux. Donc la mère de Cléopâtre, c'est probablement la sœur de son père. Elle s'appelait aussi Cléopâtre. Et si ce n'est pas elle, c'est une femme du harem, donc probablement égyptienne ou grecque, parce que les rapports avec le monde subsaharien à cette époque-là sont assez limités en Égypte. Donc il y a peu de chances que sa mère soit une femme noire. On a fait de Spartacus un personnage proto-communiste. Donc ce qui m'a intéressé, c'est de retourner aux origines de ce personnage à travers les sources. Eh bien, il s'avère que Spartacus est un homme qui a été capturé pour devenir esclave. Ça, c'est totalement vrai. Et il voulait recouvrer sa liberté parce qu'il était un homme libre dans l'Europe centrale de laquelle il venait. Et il va lever une armée de gladiateurs, puisqu'il est gladiateur, il est dans une école de gladiateurs, pour s'enfuir de cette école et échapper à l'équivalent de la police romaine. Le problème, c'est que rien ne va se passer comme il voulait. Sa fuite va faire énormément de bruit et il va être rejoint par des esclaves en fuite, des gens très pauvres qui n'ont rien à perdre et qui vont rejoindre cette bande de brigands qui va enfler jusqu'à atteindre plus de 100 000 personnes. Et quand on est à la tête d'une armée de 100 000 personnes, on ne peut plus les laisser et repartir dans son pays natal. Donc en fait, il est bien embêté, Spartacus, et il se retrouve à sillonner toute l'Italie, à vivre de rapine et à fuir en permanence l'armée romaine qu'il arrive à mettre en déroute plusieurs fois. Et ça, c'est un drame pour les Romains parce que c'est perçu comme une révolte servile et être écrasé sur le champ de bataille par des esclaves, c'est insupportable pour les Romains. Donc il y a l'appel de la liberté chez Spartacus, mais il y a aussi le sens de la responsabilité. C'est qu'en tant que chef de groupe, il ne peut plus penser à sa liberté, il est prisonnier de sa liberté qu'il a reconquise d'une certaine manière. J'ai beaucoup fouillé toutes les sources antiques pour essayer de comprendre qui était Néron et j'ai aussi été interroger des amis psychologues pour essayer de mieux comprendre sa psyché. Alors oui, on pourrait dire avec facilité que Néron était fou. Non, en fait, c'est un personnage d'une grande complexité qui est plutôt dans le tableau clinique du grand pervers, du pervers grandiose, histrionique. Et tout ça vient beaucoup de sa mère, qui l'a élevé pour le pouvoir, qui lui a dit qu'il était l'homme le plus fantastique du monde, qu'il allait devenir un grand empereur, mais en fait, elle a fait ça pour régner à travers lui. Et en fait, elle a créé une arme de destruction massive, puisqu'il a tué sa mère, et il a fait un certain mal à l'Empire romain, mais plutôt en dévoyant la fonction d'empereur, en se produisant sur scène alors que c'était interdit, en ne faisant pas attention aux finances publiques, en les dilapidant pour acheter le bien social au départ, mais au final, les caisses sont vides, et donc il faut remonter les impôts, ce qui ne plaît à personne. Donc c'est un mauvais empereur parce que il n'a pas respecté sa fonction. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire dans l'Empire romain et c'est ce qui a justifié les révoltes contre lui. On m'a souvent demandé si on pouvait comparer Néron à Trump, on pourrait penser à Milley aujourd'hui. Je pense que c'est un parallèle qui ne fonctionne pas du tout, parce que ce n'est pas la même société. Milley et Trump sont des gens qui ont fait la conquête du pouvoir, même si dans le cas de Trump, il vient d'une grande famille avec un bon capital social et financier. Mais c'est pas du tout la même chose, le monde a trop changé. Ce qu'ils ont de commun, c'est la dimension histrionique, c'est-à-dire qu'ils se mettent en scène de manière outrancière et que par là même, ils blessent la fonction qu'ils sont censés occuper. C'est vrai que Milley avec une tronçonneuse en campagne, moi ça me laisse pantoise. Néanmoins, il a des idées économiques qui sont intéressantes. Et c'était le cas de Néron aussi, qui était un grand urbaniste par exemple. Donc on peut voir qu'il n'y a jamais ni du tout noir, ni du tout blanc. Mais ça, c'est à l'historien de trancher bien après les faits. La mémoire et l'histoire sont deux choses différentes. La mémoire est vivante. C'est ce que racontent les gens qui ont vécu des événements et qui vont les transmettre à leurs proches, qui vont les raconter à leur tour. Donc ça se passe sur du temps court et surtout c'est modulable, ça se change au fur et à mesure qu'on raconte, on change des détails, la réalité s'altère. L'histoire c'est une science. On travaille comme la police, on revient dans les sources, les textes d'origine, on compare les sources entre elles, on regarde qui ne dit pas la même chose et on essaye de trouver la vérité entre les versions différentes d'un même fait. Et puis au final, quand on trouve un fait, une date c'est une date, on ne va pas la changer, sauf si une autre preuve vient changer la date, comme ça a été le cas notamment pour l'éruption de Pompéi qui a bien eu lieu en octobre et pas au mois d'août.
L'histoire a pour but de comprendre le passé pour éclairer le présent. En gros, on n'est pas capable de comprendre le monde dans lequel on vit si on ne comprend pas d'où viennent les phénomènes qui nous entourent aujourd'hui. C'est une science sociale, mais c'est une science aussi qui permet quelque part d'être un citoyen éclairé. C'est presque plus important que la philosophie, parce que la philosophie c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais sans histoire on ne comprend pas notre monde et ça c'est extrêmement grave. La mémoire fait plutôt appel à la dimension émotionnelle, sensorielle, c'est plus du récit et c'est à travers la mémoire qu'on va arriver aussi à la fiction, à notre imaginaire collectif. Mais l'histoire c'est différent et il est très important d'enseigner l'histoire.